Bonjour à tous, bienvenue et merci encore de votre participation à cette journée professionnelle du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, proposée en visioconférence depuis ce matin, jeudi 2 décembre, et qui se poursuivra demain, vendredi 3 décembre. Nous sommes très heureux de vous inviter également au salon en présentiel qui se tient jusqu'à lundi 6 décembre à Montreuil. Je vous rappelle qu'en tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour venir nous voir de façon illimitée. Je vous rappelle également que lundi prochain se tiendra la journée professionnelle au salon et qui mettra à l'honneur la lecture désignée en tant que grande cause nationale et qu'on vous attend très, très, très nombreux. Il est donc 14h46 et c'est l'heure de notre nouveau webinaire intitulé 2020-2022 se réinventer, proposé par Talent Haut, qui sera donc animé par Chloé Marot avec Laurence Faron. Vous pouvez poser des questions tout au long de la rencontre via l'onglet en bas de votre écran Q et R. Et 5 minutes avant la fin de la rencontre, vous entendrez une petite sonnette qui vous indiquera qu'il est bientôt temps de se quitter. Je cède immédiatement la parole à Laurence Faron et Chloé Marot. Bonne rencontre à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Laurence Faron, la directrice des éditions Talent Haut, et je suis cette année, pour la deuxième fois, ravie de vous retrouver. L'année dernière, nous avions fêté nos 15 ans ensemble, souvenez-vous, en visioconférence déjà au Salon du Livre de Montreuil. Et cette année, pour changer un petit peu, je suis venue accompagnée de Chloé Marot, qui a accepté gentiment de jouer les Madame Loyale et de me poser des bonnes questions. Chloé et Talent Haut, c'est déjà une assez longue histoire. On se connaît depuis presque les débuts de Talent Haut. Elle a d'abord été enseignante en école primaire, puis journaliste, notamment au magazine Cosette. Elle a été ensuite brillante programmatrice au Salon du Livre de Paris, puis médiatrice littéraire. Et depuis quelques mois, elle a accepté d'accompagner Talent Haut pour une mission de développement. Et c'est avec grand plaisir que nous partageons donc ces moments avec vous. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Laurence. C'est à mon tour de faire ton petit portrait. Alors, je suppose que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître Laurence. Donc, après avoir été éditrice de livres scolaires, Laurence Faron a fondé Talent Haut en 2005. Directrice éditoriale, elle décide de publier des livres pour la jeunesse qui bousculent les idées reçues, qui luttent contre les stéréotypes, promeuvent l'égalité, la diversité. Donc, tous les titres de Talent Haut depuis le départ, depuis 2005, portent une attention aux représentations des sexes, des genres, des milieux sociaux, ethniques, familiaux, différences individuelles, etc., etc. Que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan physique, sur le plan de l'âge, au niveau des représentations. Voilà, parce qu'elle est convaincue, Laurence est convaincue que les livres, et notamment les livres pour la jeunesse, peuvent changer le monde. On y reviendra un peu plus tard, peut-être avec toi, Laurence. Je termine ce portrait en disant que tu es également membre du bureau de la commission jeunesse du SNE, Syndicat national de l'édition, et que tu as été aussi membre de la commission de surveillance des publications destinées à la jeunesse de 2014 à 2020. Voilà, ça fait déjà... La fameuse loi de 49. Voilà. On l'appelle souvent comme ça. C'est ça. Donc, première question, pourrais-tu, s'il te plaît, nous parler de Talent Haut, de cette maison d'édition donc, qui existe donc, depuis 2005, nous expliquer un peu les étapes de développement, les grands succès de Talent Haut, les titres emblématiques et comment fonctionnait la maison jusqu'à cette fameuse année 2020. Oui, comme je le disais, on a fêté l'année dernière les 15 ans de Talent Haut. Nous atteignons même les 17, puisque nous sommes du début de l'année. 17 ans d'édition jeunesse indépendante, 17 ans pendant lesquels nous avons développé un savoir-faire tout à fait unique en matière de décryptage des stéréotypes et d'engagement contre les discriminations, avant peut-être que ça soit devenu si tendance. 17 ans de publication, ça fait à peu près 400 titres
qui ont été publiés, dont encore pas loin de 300 sont toujours actifs au catalogue. C'est ce qu'on appelle une maison d'édition de fond, avec un S, c'est-à-dire que nous travaillons les livres dans la durée avec des auteurs et des autrices que nous accompagnons tout au long de leur travail. Et bien au-delà, puisque les livres continuent à vivre après leur publication. Nous publions à peu près 25 titres par an. Parmi les plus emblématiques que vous connaissez ou reconnaîtrez peut-être, Chloé, si tu peux lancer le partage d'écran. Tous ces titres réunis sous un slogan des livres qui bousculent les idées reçues, que vous connaissez peut-être, et qui est une façon un peu grand public de parler de stéréotypes et de déconstruction des stéréotypes. Le premier titre que nous avons publié, paradoxalement, est aussi l'un des plus connus et les plus vivants de notre catalogue. Il s'agit de La Princesse et le Dragon, de Robert Munsch, illustré par Mikhail Marchenko. C'était un classique de la littérature nord-américaine, qui était déjà un très, très gros succès en 2006 lorsqu'il est paru, en 2005 lorsqu'il est paru, et qui pourtant n'avait jamais été traduit en français. Nous l'avons publié dans une première version en petit format et plus récemment, l'année dernière, réédité en grand format avec une version audio accessible gratuitement, enregistrée par l'inénarrable Nathalie Le Breton, qui a renforcé ce succès. Et ce n'est pas fini, puisque nous venons d'apprendre que La Princesse et le Dragon fera bientôt l'objet d'un film à Hollywood. Le deuxième titre emblématique que je voulais vous rappeler, les déclarations des droits des filles et des garçons et déclarations des droits des mamans et des papas, écrit par Elisabeth Brani et illustré par Estelle Billon-Spagnol, une façon habile, drôle, futée, sophistiquée, intelligente, pédagogique, drôle, amusante, de parler des stéréotypes qui pèsent sur les épaules des filles et des garçons, de faire réfléchir, de faire sourire, et de travailler ou de s'amuser, tout en déconstruisant des stéréotypes. Et je peux vous dire que ce n'est pas une si mince affaire, il y en a partout dans toutes ces pages, c'est foisonnant et c'est dérangeant aussi, puisque dans l'un des 15 pays où ces déclarations ont été traduites, en l'occurrence la Turquie, il avait même été condamné pour obscénité, c'est vous dire si ça bouscule. Je vous rassure, le jugement de la Cour d'appel vient de tomber, il n'y a pas d'obscénité dans ces livres. Ensuite, je vais vous présenter Contes d'un autre genre, là aussi un grand classique des éditions Talent Haut. Je vous parlais de livres de fond, c'est bien le cas, puisque nous venons de le réimprimer pour la, je ne sais même plus, 10, 12e fois. En tout cas, c'est un livre qui continue à trouver son public, a dérangé un peu aussi, et qui surtout a bercé les soirées des enfants. Il s'agit de raconter des contes inspirés de contes traditionnels, en bousculant les façons de les représenter, en bousculant les cultures, sans perdre ni la qualité littéraire, ni l'intérêt de l'histoire. C'est signé Gaël Aymon, brillamment illustré par 3 illustrateurs et illustratrices de renom, et vous les trouverez donc en librairie encore. Autre classique des éditions Talent Haut, la collection Ego, des romans courts et chocs pour les ados qui disent je. Cette collection fêtera ses 10 ans en 2022, lancée par le titre de Jovitek, Mauvaise connexion. Les derniers en date s'affichent sur cet écran, Corps de fille de Marilène Fouquet, Sans armure de Cathy Itac ou Le plongeoir de Elsa de Vernois. Les Plumées, une collection transgénérationnelle, puisque conçue au départ pour les lycéens et lycéennes, elle s'adresse tout autant aux adultes. Il s'agit de retrouver, de réhabiliter, de rééditer des textes écrits par des femmes et qui, sans doute parce qu'elles étaient femmes, ont été invisibilisés, oubliés des anthologies et des programmes scolaires, spoliés, cachés, oubliés de la critique, en un mot, Plumées et ES. De temps en temps, j'entends… Attention, Laurence, je ne sais pas ce qui se passe de votre côté. Je crois qu'il y a des frottements à côté de votre micro qui font des interférences. Merci. Je vous en prie. Merci pour cette présentation de tout ce que Talent Haut a pu déjà proposer en partie. Mais alors le sujet, là, c'est se réinventer, 2020-2022, se réinventer, parce que bon,
tout le monde est bien conscient de ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire. Comment ça s'est traduit chez Talent Haut et même peut-être plus généralement dans le monde de l'édition, voilà, je suppose qu'un peu comme pour tout le monde, il y a eu une sidération au départ, un rapport au temps un peu modifié, un travail d'équipe modifié, un rapport au public, aux professionnels notamment, libraires, et au travail en général finalement, qui a donc été bousculé. La première question que je me posais, c'est est-ce que quand on est un petit éditeur ou un moyen éditeur, c'est plus facile ou plus difficile de résister à une crise comme celle qu'on traverse toujours? Est-ce qu'on est plus agile ou est-ce qu'on est plus fragile en fait? Un peu les deux, sans doute. Moi, je me souviens assez clairement de ce lundi après-midi où nous avons dû, dans l'urgence, acheter de l'espace sur une Dropbox pour pouvoir communiquer entre nous lorsque le confinement s'approchait et était de plus en plus inévitable. Je me souviens d'avoir acheté un ordinateur portable pour l'une d'entre nous qui n'en aurait pas eu chez elle, d'avoir exporté à toute vitesse le logiciel de gestion de Talent Haut pour qu'il soit accessible même depuis chez nous et pour une durée qu'on ne connaissait pas à ce moment-là, bien sûr. Toutes ces choses que nous avons tous et toutes vécues, je pense que c'était particulièrement difficile pour une petite maison. Difficile parce que déjà, c'est des investissements, tout simplement, et qu'il faut réagir vite avec le moins de dépenses possible. Mais à l'inverse, c'est vrai que nous avons aussi rapidement pris conscience de la lourdeur dans les grosses maisons où la priorité était de gérer les questions de RH, en fait, que nous n'avions pas ou peu chez Talent Haut. Nous avons mis en place ce qu'il était possible de mettre en termes d'activité partielle et de télétravail, mais finalement, ça s'est fait en quelques jours. Et j'ai eu l'impression que le temps de sidération que tout le monde a vécu, finalement, a été un petit peu raccourci chez Talent Haut. On s'est vite adapté et on s'est aussi rapproché très vite de nos auteurs et autrices, à qui on a tout de suite dit que la trésorerie était déjà mise de côté pour le paiement des droits d'auteur, parce que finalement, on était au mois de mars, sauf erreur, et les droits d'auteur sont payés en général en avril. Donc, c'était une chose très, très importante que de les rassurer, leur dire aussi qu'on continuait à travailler et que nous n'allions pas mettre la clé sous la porte si vite. Je peux vous dire tout à fait entre nous maintenant qu'il y a eu 15 jours où je me suis quand même demandé si je n'étais pas en train de me payer de mots, mais ça n'a pas duré. Mais nous avons donc aussi contacté les libraires avec qui nous travaillons et qui étaient dans un grand désarroi, eux et elles aussi, puisque la librairie n'était pas suffisamment essentielle pour rester ouverte dans un premier temps. Donc toute cette période très compliquée, on l'avait en partage avec les grands groupes, mais surtout en partage avec d'autres petites maisons d'édition. Chez Talent Haut, d'ailleurs, nous nous sommes rapprochés de 5 autres maisons diffusées par Harmonia Mundi Livre, avec qui nous avons créé une espèce de groupe de parole dans un premier temps, et puis aussi de groupes de revendication et d'affirmation de notre indépendance, puisque nous avons, entre autres sujets, décidé de publier une tribune qui appelait à la survie de l'édition indépendante comme garantie de la diversité culturelle. Et je crois que cette tribune a été à la fois pour nous un grand moment d'échange et de solidarité, et pour le public, nos partenaires, que ce soit les auteurs, autrices ou les libraires et bibliothécaires, une main tendue pour ne pas rompre cette chaîne du livre si importante dans cette période cruciale. D'accord. Et alors, quand tu parles de justement ces partenaires, ce lien avec le public, les lecteurs, lectrices, libraires, enfin tous les gens avec qui vous travaillez au quotidien chez Talent Haut, comment vous avez pu garder le lien, maintenir le lien, proposer des choses voilà, pendant toute la durée justement des confinements, et notamment peut-être pour le début quand les librairies effectivement étaient fermées, qu'est-ce que vous avez proposé? Oui, et c'est vraiment là que le titre de cette rencontre se justifie, c'est-à-dire qu'on a vraiment dû se réinventer. Non pas que nous n'avions pas déjà des outils de communication très rodés avant
avant cette période. Mais c'est vrai que, comme tout le monde, on a dû les développer, les moderniser, les professionnaliser. Et là aussi, la taille de l'entreprise, je trouve, a une importance assez grande. C'est pas forcément facile d'organiser des webinaires comme on l'a fait assez vite à destination de nos libraires et bibliothécaires. On en a lancé plusieurs qui ont eu des échos assez intéressants, notamment au début où peu de concurrence, entre guillemets, existait sur cette façon de faire. La rencontre, par exemple, avec Jean-François Chabas, ça a été un gros succès. Il faut dire que c'est quelqu'un qui sait attirer et parler de ses livres. Et c'était particulièrement important pour lui qui venait de publier Ils ont volé nos ombres dans la collection Les Héroïques, en plein mois d'avril, si je ne me trompe pas, 2020. Donc, c'était vraiment important pour lui d'avoir la parole et il a su fédérer une communauté de lecteurs et de lectrices autour de lui. Ceci dit, la technique, on le voit bien, c'est assez compliqué pour une structure qui est une TPE, hein, une toute petite entreprise. Monter des vidéos, c'est beaucoup de temps, de travail technique, de montage. Organiser ces webinaires en ligne, c'était pas toujours facile. On a aussi lancé des lives Instagram, souvent avec nos partenaires libraires. On a musclé notre chaîne YouTube avec de plus en plus de capsules vidéo, des interviews de nos auteurs et autrices. Vous voyez ici Marilène Fouquet qui a publié plusieurs titres à grand succès chez Talent Haut, notamment le dernier Corps de filles dans la collection Ego, mais aussi pour les juniors, Le Grand Bain par exemple, qui ne cesse de remporter succès, prix et adhésion du public de tous âges. Solène Ayangma, inénarrable autrice de Pierre Eustache, mais aussi des immémorants. Et puis enfin, on en parlera tout à l'heure, les autrices et illustratrices de la série BD Awa. Donc toutes ces vidéos, par exemple, qui auraient existé à un moment ou à un autre chez Talent Haut, on les a accélérées, professionnalisées, je pense, et on a effectivement plus de visibilité grâce à cela. De même que je parlais des lives Instagram, on en a organisé plusieurs pendant le confinement. Michel Perrault, évidemment, à la librairie ici, les Grands Boulevards, a mobilisé les foules. Hein. On a eu plus de 800 vues, ce qui est quand même très important. Et elle a parlé avec grande générosité et brio, comme toujours, de Opinion d'une femme sur les femmes dans la collection Les Plumées, que je vous recommande au passage. Et puis, nous avons plus modestement mis à disposition du public sur les réseaux sociaux des ateliers clés en main. Donc, l'un des plus gros succès, je crois, a été celui sur Esther et Mandragore de Sophie Dieuhed, illustré par Marie-Pierre Audoux, parce que les sorcières, ça plaît toujours à tous les âges. Donc, des ateliers sur les sorcières. Et puis, vous le voyez ici, des coloriages, notamment les coloriages tirés de Clic et Cloc et de Mousse de Estelle Billon-Spagnol, qui ont été parmi les plus gros succès. Alors, je suppose que tout ça a dû prendre quand même pas mal de temps et d'énergie à l'équipe qui ne pouvait pas travailler en équipe, justement, physiquement. Oui, et qui était à effectif réduit aussi. En plus, est-ce que ça vous a quand même laissé du temps pour tout ce qui est plutôt éditorial, votre cœur de métier finalement, à l'ensemble des éditrices, en tout cas de chez Talent Haut, donc Justine Arrey, pour les Plumées par exemple. Est-ce que vous avez pu lancer des choses avec Justine ou avec Élise ou des projets qui toi te tenaient à cœur et que tu n'avais pas pu lancer avec elle ou seule depuis plusieurs années, voilà. Est-ce que c'était une occasion? Oui, déjà sur les outils dont on vient de parler rapidement, ils sont pérennes en fait ces outils. C'est-à-dire c'est des choses qu'on avait déjà envie de développer et qu'on a accéléré et qui maintenant nous servent toujours et qu'on continue à alimenter. Donc, c'est véritablement une occasion qui s'est présentée. On l'a vécu comme ça. Et en matière éditoriale, c'est vrai, on a également, paradoxalement, utilisé ce temps de cerveau disponible, comme disent les publicitaires, pour lancer de nouveaux projets, de nouvelles collections. Je dis que c'est paradoxal parce que c'est vrai qu'on était à la fois
inquiète comme tout le monde, et puis aussi très occupée par l'existant. Je disais qu'on était à effectif réduit, la moitié de l'équipe de Talent Haut était en activité partielle et l'autre moitié en télétravail. Donc, ce n'était pas forcément les conditions idéales pour créer de nouveaux projets. Et pourtant, c'est là qu'ont germé deux des grands projets de l'année 2021. Awa, la première bande dessinée jeunesse pour Talent Haut, et la collection Badaboum dont on va parler. Alors, Awa, c'est un projet qui était déjà un peu dans les tiroirs, puisque Zélia Abadi, l'autrice de la série, m'avait envoyé un manuscrit qui était composé de, je crois, 80 strips, 80 petits textes, où elle mettait en scène une petite fille métisse qui vit à Liège, en Belgique, et qui a une famille, un père sicilien, une mère guinéenne, une grande sœur Maya, des tas de copines et de copains, un chat crouton, mais aussi une tante qui vit en couple avec son ami IE, et puis tout un tas de familles plus ou moins lointaines et de voisins. Donc, il y avait un vrai univers. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que non seulement c'était bien troussé et bien enlevé, mais Awa avait un véritable univers, une vraie famille qui l'entourait et qui lui donnait toute sa force et toute sa crédibilité. Je ne sais pas très bien quoi faire de ça, mais la forme bande dessinée et strip de bande dessinée s'est assez vite imposée. Surtout lorsque nous avons eu l'idée avec Élise Courtois de demander à Gwenaëlle Doumont, illustratrice, d'illustrer ces textes. Donc, Élise Courtois, qui est l'éditrice qui a édité tout à fait. Voilà. Et donc la forme BD s'étant imposée, on avait l'illustratrice, et alors là ça a été véritablement l'alchimie qui s'est faite et qui ne se fait pas toujours, mais là qui a vraiment fonctionné entre Zélia et Gwenaëlle, qui ne se connaissaient pas, qui habitent toutes les deux en Belgique. Pour faire de la BD, on dirait que c'est fait exprès, mais même pas. Mais l'alchimie s'est vraiment créée et ça se voit dans le résultat, puisque le premier tome de cette petite BD intitulé « Faut qu'on change le monde ». Il est vrai que là aussi, ça semblait un petit peu s'imposer en début de 2021. Le premier tome a donc été lancé en mois de mai 2021 et commence déjà à être bien repéré à la fois par les libraires, les bibliothécaires et surtout par les lecteurs et lectrices. Pour moi, c'était particulièrement important parce que c'est à la fois un personnage de fille qui a son franc-parler, qui est attachante, qui est drôle, qui a de l'humour, mais aussi qui souffre évidemment de racisme en tant que petite fille métisse dans un monde occidental, puisque à la différence des autres héroïnes qui existent en matière de BD jeunesse, je pense notamment à Aya ou à Akissi, qui sont des héroïnes très attachantes elles aussi, mais elles vivent en Afrique, donc ça ne parle pas forcément aux petites filles qui vivent en France ou en Europe et qui là se retrouvent véritablement dans un personnage de fille qui leur ressemble. Je parlais de tout l'univers que Zélia Abadi a su créer autour de Awa. C'est sa force et sa crédibilité que de parler à toutes les filles de 6-10 ans qui se reconnaîtront en elle. Et bien évidemment, ça donne toute sa puissance à la série. D'ailleurs, Amnesty International, avec qui nous avons un partenariat durable dans le temps, ne s'y est pas trompé, et je pense que c'est la première fois qu'il soutenait une bande dessinée pour la jeunesse. D'accord. On va peut-être regarder quelques planches. Oui. Pendant que, si tu veux bien, tu nous expliques qu'est-ce qu'il faut qu'elle change dans le monde, Awa. Projet. Il faut déjà qu'elle change les adultes qui sont snobs, les parents qui ne comprennent pas toujours ce qu'elle veut dire, sa sœur qui l'embête aussi, et puis surtout, plus sérieusement, puisque la force de la bande dessinée, c'est à la fois de mêler la légèreté et la profondeur, plus sérieusement, les racistes qui font tant de mal aux filles comme elle, et surtout aux filles qui n'ont pas la chance comme elle d'avoir une famille aimante et unie. J'annonce juste avant qu'on passe à la collection Badaboum que le deuxième tome est en préparation pour le mois de mai. Il s'intitulera « Les nuances de l'amour ».
Et est-ce que par hasard, puisqu'on est dans le cadre du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, est-ce qu'on pourrait par hasard retrouver les créatrices de Awa sur le stand Talent Haut? Ben, complètement par hasard, on me dit dans l'oreillette qu'elles seront en dédicace ce vendredi et que vous pourrez donc venir sur le stand de Talent Haut dès 17, obtenir de magnifiques dédicaces de Gwenaëlle et de Zélia. Donc au premier étage. Voilà. Donc ça, c'était l'exploration d'un nouveau rayon, la bande dessinée chez Talent Haut. Il y a eu une autre création dans la maison, une nouvelle collection, donc Badaboom, comme tu l'évoquais, destinée à une classe d'âge pour laquelle Talent Haut n'avait jusqu'à présent pas travaillé. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Badaboom et pourquoi jusqu'à présent Talent Haut n'avait pas travaillé pour les tout petits, parce qu'on voit bien que c'est pour les tout petits. Oui, bon, c'est vrai que c'est un peu paradoxal puisque Talent Haut, depuis le début, travaille sur les stéréotypes et que les stéréotypes se glissent souvent particulièrement vicieusement dans les images. Mais il y avait plusieurs raisons au fait qu'on n'avait encore pas publié pour les moins de 3 ans. L'une des raisons est tout bêtement concurrentielle. C'est un secteur où il y a énormément de concurrence, avec des grosses machines, hein, des maisons d'édition qui ont une force de frappe commerciale importante, qui permettent de baisser les prix très très bas, anormalement bas, hein, puisque pour des livres tout carton à moins de 5 euros, comme c'est souvent le cas, il faut faire des tirages colossaux qu'une maison comme Talent Haut n'avait pas ni les moyens, ni très certainement l'envie de faire. Donc, une raison bêtement économique et puis aussi technique, puisque, comme vous le savez, pour les livres dessinés au moins de 3 ans, il faut passer des tests de sécurité qui sont là aussi compliqués et surtout onéreux. On en revient à l'économie. Et puis, on nous parle aussi beaucoup de séries. On nous dit que pour les moins de 3 ans, ce sont les séries qui marchent. Et moi, je n'ai pas envie de faire des séries parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de retrouver tout le temps le même personnage, mais au contraire que chaque enfant, ainsi que les parents qui l'accompagnent, trouvent un style qui lui parle et qui permettent de faire passer l'idée qui préside à la collection Badaboom et de façon plus générale aux publications de chez Talent Haut, c'est qu'il faut mettre par terre les clichés, ce qui est d'ailleurs la baseline, comme on dit, de la collection. Par terre les clichés ou des livres qui bousculent les idées reçues, évidemment, c'est bien un peu la même chose, sauf qu'on parle à des petits. Donc on a adopté un langage un petit peu plus enfantin. Voilà pourquoi on n'avait pas encore travaillé sur ce segment de marché, comme disent les gens du marketing. Mais en revanche, bien évidemment, la façon de travailler et les questions qu'on se pose chez Talent Haut sont toujours les mêmes. Dans les livres pour les tout-petits, il y a foison de familles hétéronormées, c'est-à-dire avec un papa, une maman et bien souvent un grand frère, une petite sœur. Donc, c'est vraiment un domaine où la norme en matière familiale est très, très, très présente. Dans les livres pour les tout-petits, le masculin et le neutre universel, plus encore que pour les plus grands. Masculin neutre universel, ça veut dire que lorsqu'on considère, pour la faire courte, que les garçons ne peuvent pas s'identifier aux filles, alors que les filles peuvent s'identifier à un personnage masculin. Et que, à défaut, le neutre va être le masculin. Dans ces livres pour les moins de 3 ans, les adultes sont représentés de manière très stéréotypée, plus encore que pour les plus grands. Les couleurs sont encore plus genrées. Vous avez remarqué le rose et le bleu. Donc tout ça fait que véritablement il y avait un besoin pour cette collection Badaboom, qui donc pour le reste, en termes de fabrication et de qualité évidemment, prétend à être à l'égalité avec d'autres collections de ce type. Ce sont des tout cartons, format 17-17, des coins arrondis, une fabrication très soignée, je peux vous le dire, et une fabrication en Europe, en Espagne en l'occurrence, avec bien évidemment tous les tests de sécurité dont j'ai parlé rapidement. Je vais vous en présenter les 4 premiers. Alors, hop, donc le premier, Chat de Claire Garallon, donc publié en mai 2021, aborde avec subtilité et délicatesse le sujet du consentement et du respect du corps de l'autre,
puisqu'il s'agit d'un petit chat qui se promène dans une maison. Et une voix off, la voix d'un enfant, on imagine, lui dit « Chat, je veux t'attraper. Je veux te caresser, te tirer les moustaches, me jeter sur toi, tout ce que vous pouvez imaginer qu'un enfant ait envie de faire à un chat, et avant de réaliser que l'enfant aime son chat, et donc attend que le chat lui dise oui ou non. Le deuxième titre, paru toujours en mai 2021, Ma poupée de Annie Zortier, illustré par Maureen Poignonnec. On suit les pérégrinations d'un enfant dans la rue. Il promène sa poupée dans sa poussette. Et comme tous les enfants qui jouent à la poupée, il l'emmène au manège, partage son goûter, lui montre les autobus qui passent, lui donne à boire le biberon jusqu'à ce qu'une adulte se penche sur l'enfant et s'attendrisse et lui dise « Oh, comme c'est mignon, tu joues à la maman ?» Et l'enfant, qui est bien élevé, ne lui dit pas « Mais non, tu n'as rien compris », mais lui dit tout simplement « Mais non, je joue au papa ». Et on comprend à ce moment-là que l'enfant est un garçon et qu'il joue à la poupée, puisque c'est important pour un enfant, pour un garçon, de jouer à la poupée, c'est tout simplement apprendre à être père. Alors, le troisième titre. Alors, Les Animales de Fredel est un imagier animalier où, vous l'aurez compris, les animaux représentés sont des femelles. Je parlais du neutre universel. Dans la plupart des imagiers pour les tout petits, les animaux représentés sont des mâles, bien souvent exposés en majesté, et les femelles ne sont représentées que dans un seul rôle, le rôle de la maternité. Donc on montre effectivement parfois des chattes qui allaitent ou des canes qui emmènent leurs petits sur le lac, mais rarement des chamelles ou des tigresses en majesté, alors que bien évidemment, dans le règne animal comme dans le règne humain, la moitié des individus sont des femelles. Et il est important que les enfants non seulement apprennent du vocabulaire, ce qui est toujours utile, mais aussi se rendent compte que la moitié de la représentation est absente de la plupart des livres et que donc il est important de les représenter dans cet album, très élégant par ailleurs, comme vous pouvez le voir. C'est vrai qu'il y a une différence au niveau des illustrations par rapport aux deux premiers titres qu'on a vus. Ça tranche. Les animaux tranchent au niveau graphique. Oui. Et pour autant, oui, quand on voit beaucoup les contrastes, notamment au niveau des couleurs, les enfants pourront tout à fait adhérer et s'attacher à la fois aux situations et aux animaux dont il est question, puisqu'ils ressortent quand même extrêmement bien de l'image. Tout à fait. On est dans un genre un petit peu traditionnel, hein, l'imagier animalier, c'est plein de codes aussi. Et donc, j'ai trouvé intéressant de garder ces codes graphiques pour illustrer cet imagier et en même temps de les moderniser. J'ajoute que ça se prête magnifiquement bien à des activités. On a notamment développé un loto qui fonctionne très, très bien en librairie et bibliothèque à partir de cet album. Et enfin, le dernier, celui qui donne voilà. sa couleur au stand D17 Talent Haut au SFDI. Voilà, ça devient presque une image de fabrique. Le rock'n'roll de Julien Castagnier, qui est un illustrateur, un jeune papa illustrateur très talentueux, avec qui on a déjà travaillé chez Talent Haut depuis très longtemps, en fait, sur des albums et sur des couvertures de romans ados. Il nous a proposé ce super imagier mettant en scène des petites filles de toutes sortes qui tapent sur les casseroles pour en faire des tambours, qui utilisent leur lit à barreaux pour en faire des harpes. Vous noterez au passage que la diversité ethnique, physique est là aussi importante et vient tout à fait de l'auteur lui-même qui est très attentif. Et donc, pardon. Ce n'est pas le sujet du livre. Ce n'est pas le sujet du livre, non, mais bien sûr. C'est son intérêt. Ça serait, tout à fait. La ligne de Talent Haut aussi, c'est que la diversité est présentée comme faisant partie d'un quotidien, sans être forcément, sans être le plus souvent au cœur du sujet traité. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Et j'ajoute que donc on découvre au fur et à mesure de l'imagerie que tous les personnages représentés sont des filles, et on termine par une image truculente que vous avez effectivement déjà vue d'un orchestre, puisque c'est le décor de notre stand, d'un orchestre de filles qui s'éclate et qui fait du rock'n'roll. Une façon de dire que les filles ont le droit de faire du bruit, qu'elles ont le droit d'être turbulentes, puisque bien souvent, ça fait partie des stéréotypes qui pèsent sur les épaules des petites filles à qui on demande d'être sages et d'être calmes, ce qui n'est autre chose qu'un appel à la docilité. Donc là, on n'est plus du tout là-dedans. Les petites filles de moins de 3 ans vont non seulement apprendre, s'amuser en lisant ce livre, mais s'autoriser à faire du bruit. À occuper de l'espace. Tout à fait. Voilà. Alors là, on arrive à la fin des illustrations qu'on avait prévues de vous montrer. Donc, je vais arrêter le partage. Hop, voilà. Et, vous avez entreaperçu peut-être les 2 prochains du mois de janvier. Mon carrosse de Séverine Huguet et Papa Théou de Claire Garalon, donc à apparaître au mois de janvier, donc dans la collection Badaboom. Il y en aura 6 en 2022. Alors pourquoi ces publications finalement assez nombreuses quand même pour une toute jeune collection et une petite maison comme Talent Haut? D'abord parce que ça marche tout simplement. Le public est là. On sent que les crèches par exemple ont un véritable besoin d'outils pour lire, s'amuser et réfléchir aussi et faire évoluer les mentalités des enfants et des parents qui les accompagnent. Donc il y a un vrai besoin qui s'est révélé. La presse elle-même, alors que la presse, vous le savez, est rarement derrière la littérature pour les tout-petits, parce que c'est considéré comme, pas comme de la littérature, j'imagine, alors que vous l'avez vu, là, ce sont de vraies œuvres avec de vrais auteurs et autrices et de vrais talents d'illustration et de vrais sujets. Donc la presse s'en est aperçue, s'en est emparée. Ma poupée, par exemple, a eu 3T dans Télérama, Les Animaux a fait l'objet d'une chronique sur Europe 1, etc. etc. Je pense qu'il y a un véritable besoin, une véritable prise de conscience aussi de la nécessité de ne pas oublier l'inconscient des petits et leur formation. Très bien, merci beaucoup. Je voulais savoir si je vais aller regarder pour voir s'il y avait quelques questions peut-être qui ont été posées. Non, on n'a pas de questions pour le moment, donc vous avez encore quelques minutes. D'accord. Alors, si jamais vous avez des questions, donc c'est le moment parce qu'il doit rester 5 ou 6 minutes maximum. Donc, n'hésitez pas à les poser. 8, très exactement. 8 ? Ouais. D'accord, parfait. Alors, je vais en profiter peut-être pour annoncer une nouvelle qui vient de tomber. Là, c'est une nouvelle brûlante. Enfin, c'est pas moi qui vais l'annoncer, c'est Laurence quand même. C'est toi la journaliste, Chloé. Oui, mais bon, voilà, on a une bonne nouvelle, donc on va profiter de ce temps pour la partager avec vous. Je te laisse le soin de l'annoncer, Laurence. Oui, mais c'est presque plus un scoop puisque ça vient d'être annoncé au salon de Montreuil. Le prix UNICEF a été décerné à Mousse de Estelle Billon-Spagnol. Bravo à elle. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez au moins applaudir. Hein. Envoyer des emojis qui font clap, voilà. clap. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait évoquer, je vais remettre le partage d'écran parce qu'on pourrait peut-être évoquer les prochains titres à paraître. Il y a de très belles choses. Donc on a parlé donc de Mon carrosse et de Papa Théou, mais on n'a pas évoqué Le puits et la lumière et Nos corps jugés, qui sont 2 titres qui ont été portés par Justine Arré et qui vont paraître début 2022. Donc, tout à fait. On a beaucoup parlé des tout-petits et des moyens, mais Talent Haut, c'est aussi une maison d'édition qui publie pour les adolescents et adolescentes, vous le savez. Et en janvier, Le puits et la lumière de Paula Bombara va enrichir notre catalogue. C'est un roman en vers libre, traduit de l'espagnol d'Argentine par Sophie Hoffnung, une
une traductrice de grande sensibilité. Et il en fallait pour traduire ce texte qui était raconté presque à trois voix, puisque d'abord la voix d'une jeune enfant de 5 ans, puis d'une adolescente de 13 ans et enfin d'une grande ado, une petite vingtaine d'années, qui raconte sa vie, son enfance en Argentine pendant la dictature et comment son père, lorsqu'elle avait 3 ans, a disparu. Elle fait partie de ces 30 000 disparus en Argentine, enlevés, vraisemblablement torturés et tués par la dictature. C'est un texte, comme son titre et sa couverture, illustré par Julien Castagnier, l'indique. C'est un texte à la fois grave et lumineux, poétique, évocateur, et qui, je trouve, par ces temps politiques menaçants, a une actualité que j'espère pas trop brûlante. Merci. Donc, ces trois voix qu'on entend sont les trois voix à trois âges différents d'une même narratrice. C'est ça. Dans une écriture très limpide, très abordable et très poétique. Et donc, la parution est prévue pour ? En janvier. Et ensuite, dans la collection Les Héroïques, on a pareil, un très beau texte avec un sujet extrêmement puissant et qui a toute sa place chez Talent Haut, Nos corps jugés. Oui, Nos corps jugés est signé de Catherine Cuenca, qu'on ne présente plus. Elle est l'autrice de nombreux romans pour ados. Et chez Talent Haut, notamment de Celle qui voulait conduire le tram dans la collection Les Héroïques également. Elle aborde ici la question du viol, de la nécessité de porter plainte, de la nécessité de la solidarité des femmes et des filles avec celles qui sont victimes, et bien sûr de la nécessité de la solidarité de la société dans son ensemble. C'est un texte, comme tu le disais, qui est à la fois fort et nécessaire et qui est presque historique, enfin, qui raconte aussi l'histoire de la prise de conscience et du changement de la loi qu'a permis le procès d'Aix à l'époque, porté par Gisèle Halimi. Donc c'est à la fois un rappel historique, un appel à la citoyenneté et au civisme, et aussi une histoire intime et forte qui sera parlée aux ados d'aujourd'hui. Alors, tu parles d'histoire, c'est un peu la marque de fabrique des Héroïques aussi, c'est-à-dire que ce sont des fictions dans cette collection, mais qui ont à chaque fois un fond historique précis. Oui, ce sont des fictions dans un contexte historique précis qui mettent en scène des personnages souvent de femmes, mais pas exclusivement. Il y a aussi beaucoup d'enfants de peuples colonisés qui ont été oubliés de la plupart des romans historiques. Il s'agit d'héroïques qui n'en ont pas eu le titre. Il s'agit de héros et d'héroïnes qu'on a souvent oubliés. Et bien souvent aussi de thématiques qui sont assez rares en littérature pour la jeunesse. Catherine Cuenca a écrit par exemple sur les tireuses d'élite de l'armée rouge soviétique. Yann Fastier, qui est un auteur qui a publié plusieurs romans chez Talent Haut, a publié Dang Sommet, qui parle des tirailleurs, de la guerre de colonisation au Bénin de l'époque, au Dahomey de l'époque, et de la mise en scène des Amazones du roi du Dahomey de l'époque, qui étaient en fait des soldates esclaves et obligés de se battre pour ce roi. Donc, quand même des situations historiques importantes, intéressantes, qui mettent en scène des personnages qu'on voit rarement et dans des contextes historiques qui sont parfois très, très méconnus, pour ne pas dire complètement inconnus, si on parle des deux derniers que je viens de citer. Tout à fait. Mais on voit que quand même l'histoire a un rôle important chez Talent Haut. On le voit là, on le voit dans la collection des Plumés. Voilà. Tout à fait. On n'a pas d'avenir sans passé. Exactement. Bon. Alors, il y a plusieurs messages pour féliciter Mousse. C'est une bonne nouvelle. Et puis, peut-être on va profiter de la dernière minute qui nous reste pour dire à nos internautes où est-ce que vous vous trouvez au salon et si on peut vous rencontrer ou vos auteurs, s'il y a des dédicaces de prévues. Alors, le stand de Talent Haut est situé donc au premier étage en D17. Et oui, il y a beaucoup de dédicaces de prévues. Alors, on a parlé des dédicaces de vendredi déjà concernant Awa, mais peut-être que Laurence, tu as un programme
sous les yeux, ce qui n'est pas Alors, mon... je vais faire comme toi, hein, je vais chercher le planning. Mais je l'ai, effectivement, les dédicaces sont surtout concentrées à partir de demain après-midi, avec Yann Fastier demain vendredi à 15h30, Zélia et Gwenaël pour Awa demain vendredi à 16h30. Samedi à 10h30, nous aurons Marilène Fouquet, 14h, Séverine Huguet et Estelle Bion-Spagnol, bravo à elle. Toujours samedi, 15h30, Anne-Marie Despladuc pour la petite histoire de la culotte illustrée par Camille Caro qui sera là également. Dimanche, Zélia Abadi et Gwenaël Dumont de nouveau pour Awa. Dimanche 15h, Fredel et Maureen Poignonnec et Claire Garalon pour la collection Badaboum. Et enfin, lundi, journée professionnelle à 11h, vous rencontrerez certains des auteurs et autrices de la collection Les Héroïques, en l'occurrence Cathy Itac, Catherine Cuenca et Pierre-François Kettler. Et tout le monde se retrouve donc sur notre stand dès 17, où vous retrouverez également l'affichage des heures, si j'ai parlé trop vite, puisque je savais qu'il ne me restait qu'une minute. Bon, en tout cas, ça nous donne beaucoup de bonnes raisons de venir vous rencontrer au stand de Talent Haut. Merci beaucoup Laurence Farmont et Chloé Marot pour cet échange qui était absolument passionnant. Et encore toutes nos félicitations pour Mousse. Merci. Voilà, j'informe nos internautes que la prochaine rencontre s'intitule l'adaptation d'un livre jeunesse en animation, par les éditions Folimage, qu'elle commence à 15h45. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt en virtuel ou en présentiel. Bonne journée.